Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Christian Jacquinon, directeur associé de Fanaka Co. On est un groupe qui travaille sur les politiques publiques d'appui au développement du secteur privé en Afrique. Et depuis une quinzaine d'années, j'ai l'occasion de sillonner l'Afrique de long en large, d'aller à la rencontre des écosystèmes de l'innovation, des startups, de la tech dans pas mal de pays. Et je suis bien placé pour savoir que derrière les gros titres qu'on peut avoir, souvent, il y a une réalité qui peut être parfois beaucoup plus complexe que ce qu'on a l'habitude de voir. Bienvenue à cette session dédiée aux écosystèmes d'innovation africains et à leurs enjeux de croissance. Il y a quelques semaines, on a entendu parler de la fintech Moneypoint qui rejoignait le secteur très select des licornes africaines. Une nouvelle qui a fait de gros titres, hein, comme chaque annonce de méga levée de fonds sur le continent. D'ailleurs, il y a un rapport qui nous apprend que 2,41 milliards de dollars ont été levés en 2023, 2,41 milliards de dollars par 406 startups africaines. C'est des chiffres qui paraissent impressionnants, mais parfois quand on creuse, on se rend compte que derrière, il y a une réalité. Il y a une réalité qui est parfois un peu plus nuancée. D'ailleurs, quand on regarde attentivement les chiffres qu'on a, c'est 4 pays principalement qui reviennent, où on a souvent ces levées de fonds. C'est le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Beaucoup parlent de leadership technologique de ces pays-là. Si on creuse un peu, on peut aussi se poser des questions sur les marchés, parce que c'est des pays aussi qui sont les plus gros marchés, hein, en termes de population, tout simplement. Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on a de gros marchés sur ces pays? Donc voilà, c'est autant de questions, autant de réflexions qu'on aura. Donc pour débattre de ces questions essentielles et partager leurs expériences, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Paul Langlois-Meurine, qui est cofondateur et CEO d'Optimetrix, c'est bien ça? Qui nous en dira un tout petit peu plus sur Optimetrix tout à l'heure. On a Christopher Apedo, qui pilote les programmes Startup d'OVH Cloud pour l'Afrique et le Moyen-Orient. C'est bien ça? Bonjour à tous, c'est bien ça. Super. On a Madame Agnès Laurent-Moreau, qui est Senior Advisor chez BPI France. BPI France qui n'est plus à présenter. On a Madame Zeynep Messaoud, qui est directrice Community Building, c'est ça? C'est ça le titre exact? Ok, directrice de la communauté, ok, chez AfriLabs, un réseau de tech-up qu'on ne présente plus. Et enfin, Monsieur Martin Labbé, qui est coordinateur du développement numérique au Centre du commerce international ITC à Genève. Merci d'être avec nous. Ensemble, nous allons explorer les véritables clés du passage à l'échelle pour les startups africaines, pour les entreprises innovantes africaines. Et je vais commencer par Martin, puisque j'ai fini tout à l'heure par toi, Martin. Au-delà des chiffres de levée de fonds, quels sont, selon toi, je me permets de te tutoyer puisqu'on se connaît bien, quels sont, selon toi, les véritables indicateurs de maturité d'un écosystème tech? D'accord, merci. Donc, tu parlais du stock d'investissement de l'année dernière. Donc, il y a différentes sources. Certains, Partech, par exemple, je pense qu'ils ont un chiffre un peu plus élevé. Mais de toute façon, ce qui est frappant, c'est que ça représente moins d'1% de l'investissement capital risque à travers le monde, l'Afrique. Donc l'Afrique, avec ces 4 grands fauves dont tu parlais, absorbe moins d'1% de tous les flux de capital risque à travers le monde. Donc ça, c'est vraiment frappant et je pense que ça en dit très long sur le chemin qui reste à parcourir. Et donc, en tant qu'observateur de ces écosystèmes africains, comme toi, j'ai eu la chance de sillonner l'Afrique depuis une quinzaine d'années et de voir ces écosystèmes évoluer et se développer le phénomène de la start-up, qui est entretenu aussi par des organisations comme la nôtre, le Centre du commerce international, qui est une agence de l'ONU. On a des programmes d'accompagnement aux startups. Et donc, on essaie de jouer sur ces leviers qui vont faire que ces entreprises que nous accompagnons, en dehors des 4 grands, eh bien, que ces entreprises vont passer à l'échelle. Et donc, c'est intervenir directement au niveau de l'entreprise,
c'est donc l'aider à améliorer son plan d'affaires, à être capable de pitcher devant les investisseurs, rencontrer les investisseurs, rencontrer des partenaires potentiels, aller sur les marchés. Et puis, travailler aussi avec les institutions d'accompagnement. Donc là, moi, je pense en particulier à tout ce qui est Tech Hub, qui sont vraiment se sont développés avec le phénomène startup en Afrique. On a le dernier recensement par Brighter Bridges, c'était 1 millier. Et donc, ces Tech Hubs, ce sont des accélérateurs, des incubateurs. Ce sont des structures d'accompagnement aussi qui remplacent la chambre de commerce, l'organisme de promotion du commerce, qui ne parlent pas trop à ces jeunes entrepreneurs, qui se retrouvent par contre dans les espaces de coworking, comme Marseille Innovation ici par exemple, ou le CETIC à Dakar, les réseaux des Impact Hubs, avec qui nous avons réalisé une étude pour voir où en étaient ces hubs d'innovation après la pandémie du Covid, et qui ont finalement, eux aussi, beaucoup de mal à se remettre, et qui sont également des structures très fragiles. Donc on essaye de les aider dans la structuration de leur modèle d'affaires, puisque ce sont aussi en quelque sorte des startups, ce sont les entreprises récentes, et qui, elles, leur marché, c'est celui de l'accompagnement, c'est celui des financements publics. Et parce que je pense qu'on peut dire franchement, hein, sauf les grandes entreprises qui sont dans le coworking, ces hubs d'innovation n'ont pas de modèle d'affaires pérenne non plus. Donc comme la plupart de nos startups. Comme la plupart de nos startups. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi pour les startups à Marseille, à Paris, à Los Angeles, à San Francisco. Ce sont des startups, pour la plupart, qui finiront par disparaître. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans nos écosystèmes, elles disparaissent plus vite, alors que parce que justement, il y a des problèmes de manque d'accès au financement et puis aussi d'environnement des affaires. Ça, c'est le 4e niveau. Le 3e niveau d'intervention, c'est l'environnement des affaires. C'est comment est-ce que, en tant qu'entrepreneur, je crée ma société, comment est-ce que je gère les questions fiscales, comment je gère les déclarations, l'alignement avec les réglementations. Tout ça, c'est très compliqué. Et pour vraiment faciliter l'éclosion d'écosystèmes qui passent à l'échelle, je pense que c'est là où il faut intervenir. Et c'est plus difficile, parce que le temps politique est un temps long, et aussi parce que les problèmes de gouvernance sous-jacents dont on ne parle pas, parce qu'il faut rester poli, mais ce sont des problèmes structurels, systémiques, et qu'on ne peut pas résoudre simplement en mettant en place une Startup Act, par exemple. Okay. Donc voilà, c'est les 4 niveaux d'intervention. Et puis après, bien sûr, moi je me souviens, juste pour finir, le docteur Kargougou, il y a une quinzaine d'années justement, à Ouagadougou, qui a monté la maison pour l'entreprise du Burkina Faso. Il avait à l'époque un rôle politique aussi, et puis il me disait, moi, pour améliorer l'environnement des affaires, je prends le rapport Doing Business et je regarde quels sont les indicateurs sur lesquels j'ai la possibilité d'influer. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. D'ailleurs, il a fait quelque chose de très grand de la MEPF. Et il a réussi à faire remonter le Burkina sur certains indicateurs, justement parce qu'il savait que ça, c'était des indicateurs sur lesquels il pouvait agir. Et je pense que ça, c'est pour les pouvoirs publics, c'est de façon très sobre et avec beaucoup de clairvoyance, savoir sur quels indicateurs on peut agir et sur lesquels, très honnêtement, on ne peut pas agir parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de problèmes systémiques qu'on ne peut pas résoudre comme ça, même en 2-3 ans. Merci beaucoup, Martin. Tu parlais des Tech Hubs à l'instant. J'ai envie de te demander, Zeynep, justement, comment les Tech Hubs accompagnent aujourd'hui concrètement le passage à l'échelle des jeunes entreprises? Alors, commençons déjà par le début. Qu'est-ce qu'en tant que start-up, de quoi as-tu besoin aujourd'hui pour te développer? Tu as tout d'abord besoin d'avoir une proposition de valeur, une solution à un problème. Tu as besoin de talent, toi-même en tant que talent, plus d'autres talents qui peuvent te rejoindre pour développer la solution. Tout à fait. Tu as besoin de financement, tu as besoin de marché,
et tu as besoin de network, de Le réseau, mobilité, ouais. tout ça. En tant que hub d'innovation, nous agissons un peu sur tous ces aspects-là. Donc, ça dépend aussi de la spécialisation du hub, sur quelle partie de la chaîne de valeur il se situe. Ok. Mais de manière générale, on essaye d'apporter des solutions et des réponses et de l'accompagnement sur tous ces aspects-là, notamment l'accompagnement pour développer une value proposition valide et valable et sustainable dans le temps, trouver des financements, trouver des marchés et créer un environnement qui te connecte un peu à tous les acteurs qui se trouvent un peu dans ton pays ou dans ton continent ou ta région ou même dans d'autres continents, ça dépend de ton stade de maturité, pour te faciliter un peu les accès au marché et aussi les prochaines levées de fonds à préparer. Donc les hubs d'innovation agissent un peu comme des facilitateurs et des préparateurs, hein, comme un peu les préparateurs physiques pour les grands sportifs, pour les aider à entrer en jeu et puis à jouer d'une manière qui ne leur soit pas dangereuse de manière générale et les accompagne un peu à identifier quels acteurs de confiance pourraient être leurs partenaires de demain. Ok, concrètement, super. Extrêmement concret, merci beaucoup. On a une startup, on a la chance d'avoir Paul avec nous, déjà Paul, moi je voudrais en savoir un tout petit peu plus sur c'est quoi, ce que fait Optimetrix et plus largement, quels ont été tes principaux défis dans le passage à l'échelle de Optimetrix et en quoi est-ce que les différentes interventions, notamment l'intervention de Martin et de Zénep, tu te retrouves aussi dans ton parcours d'entrepreneur. Ok, vous m'entendez? Oui. Alors, Optimetrix, c'est une société qui a 8 ans, qui est une société franco-africaine, donc immatriculée en France, mais avec 5 filiales en Afrique. Nous, on est éditeur d'un logiciel de gestion d'entreprise pour aider des entreprises à organiser leur logistique, leur distribution commerciale, par exemple. On travaille pour des groupes d'agroalimentaire comme Nestlé, Danone ou des sociétés locales. Et on est aujourd'hui présent dans une trentaine de pays en Afrique et depuis peu en dehors, au Vietnam ou au Mexique, par exemple. Donc je dirais les principaux freins au passage à l'échelle. Déjà, c'est l'accès au financement, qui est un point important. Donc nous, on a fait le choix d'être autofinancé, avec du financement non dilutif, des subventions ou de l'endettement commercial, notamment en générant des revenus d'ailleurs, d'abord avec une activité de conseil, de service. C'est vrai que souvent, quand on pense start-up, on pense produit, mais je pense que ça peut être réaliste au début d'avoir d'autres sources de revenus qui permettent déjà de payer des coûts fixes pour amorcer les coûts de développement et ensuite donner confiance à la banque pour nous prêter. Donc ça nous a permis d'éviter de lever trop tôt et le jour où on le fera, on maîtrisera mieux les paramètres de notre business model pour éviter les sorties de route. Je pense qu'on a vu aussi beaucoup d'entreprises qui étaient dans un scaling de croissance avant tout et qui se sont cassé la figure parce qu'elles sont allées trop vite dans l'expansion et elles ne maîtrisaient pas bien leur modèle d'affaires. Ça, je pense qu'il faut être assez prudent d'avoir un scaling, un passage à l'échelle qui est raisonnable et surtout dans un contexte de raréfaction du financement. L'autre aspect, c'est le produit, être capable de bien localiser en termes de langue et d'adapter avec les intégrations locales, donc nous avec les systèmes de paiement locaux. Troisième aspect, c'est au niveau commercial. Quand on va sur des marchés comme le Nigeria, il faut être capable d'être payé localement en Naira et de pouvoir convertir cet argent. Donc nous, on a trouvé un partenaire qui nous a aidés pour ça. Ça peut être utile de trouver des partenaires intégrateurs qui permettent de pénétrer dans des écosystèmes où parfois la confiance est limitée. Donc nous, on est en B2B, on vend des entreprises. Et une des solutions pour nous, pour croître, ça a été beaucoup via de la recommandation entre des milieux d'affaires qui se connaissent, soit des grands groupes comme Nestlé qui nous ont permis de se développer au sein de leur filiale, donc ça c'est très bien, soit par des milieux d'affaires qui se connaissent, qui n'ont pas forcément pignon sur rue. Et il n'y a rien de mieux en fait au niveau de l'efficacité marketing. Et le dernier aspect,
fait, nous aussi, c'était de vendre en abonnement à des entreprises, donc qui est moins volatile que du B2C. Donc ça peut être intéressant parce que souvent, c'est des groupes qui payent et avec la possibilité pour nous de couper l'accès s'ils ne payent pas. Donc c'est bien de créer un stickiness. Et enfin, pour finir, sur la partie RH organisation, ça veut dire que nous, on a dû créer différentes filiales, mais avec des personnels qui avaient une certaine autonomie, donc des profils un peu plus seniors, ou alors quand c'est des juniors, avec des seniors en appui, pour être sûr qu'il y ait une cohésion dans la culture. On a eu recours par exemple à des VIE en France jusqu'à 5 qui pouvaient du coup par exemple encadrer des développeurs juniors parce que voilà, on ne pouvait pas forcément rassembler tout le monde au même endroit, etc. Donc ça veut dire qu'en termes de management aussi, moi en tant que DG, je ne peux pas être dans le micromanagement, je dois aussi faire confiance à des équipes locales dans leur capacité à s'adapter, prendre des initiatives et donner des commissions, des incentives selon leur périmètre géographique ou fonctionnel, voilà, pour que chacun puisse bien s'approprier et adapter à leur zone voilà, l'entreprise. Ok, Voilà. je rebondis sur ton point. Tu as parlé de financement, je vais demander à Agnès tout à l'heure, notamment par rapport à tout ce que fait BPI, mais je reviens. Est-ce que dans justement ce parcours-là de passage à l'échelle, à un moment donné, tu as été incubé, tu as été accompagné par un tech-up, comment ça s'est passé? Ça, c'est la première partie de ma question. Et de façon plus précise, quelles ont été les autres problématiques que tu as rencontrées, si spontanément, ou peut-être une problématique lors de ce passage à l'échelle-là, parce qu'aujourd'hui, vous couvrez une trentaine de pays, vous avez 5 filiales, je ne sais pas combien d'employés. 40 employés. 40 employés. Quelle a été peut-être la problématique majeure? Donc, accompagnement Tech-Hub et problématique majeure dans le passage à l'échelle. Alors, côté BPI, donc on a en France la chance d'avoir un instrument d'assurance prospection qui était assez utile. Sinon, au niveau des tech hubs, donc bon, je dirais c'est parfois de la localisation, de l'hébergement, de la notoriété. Il y a un certain nombre de dispositifs. Après, souvent, c'était quand même assez orienté, je trouve, avec l'objectif de lever des fonds. Donc, c'est vrai que nous, on trouvait que c'était risqué à cette époque-là où l'attente, c'était de croître très vite, ce qui privilégiait peut-être des modèles d'affaires comme les fintech ou des choses aussi, peut-être parfois un conformisme, qui fait que tout le monde voulait faire le même modèle. Et nous, on avait du mal à défendre parfois les hypothèses de croissance très rapides. Voilà. Donc je pense que c'est vrai qu'en Afrique, c'est un environnement avec beaucoup d'aléas et d'incertitudes, donc il faut être aussi assez prudent. Je ne pense pas sous-estimer les difficultés à répliquer, dire si on a réussi en Afrique de l'Est, ça peut être plus, enfin c'est pas pareil au Nigeria, etc. Trouver les bonnes personnes, fidéliser les ressources. Donc on a et après, nous, je pense que voilà, une force, c'est d'être aussi dans les différents écosystèmes, aussi bien au Kenya qu'en France, que voilà, au Sénégal, à Abidjan, parce que chaque écosystème est très vivant et ça permet de donner confiance aussi, d'envoyer un signal bon, aux investisseurs, c'est bien, mais aussi aux clients que, ok, voilà, on se positionne bien sur une problématique ok. Voilà, pour l'achat. Et en termes de difficultés, comme j'ai dit, ces difficultés opérationnelles de bien amortir si on engage des coûts fixes. Par exemple, créer une filiale, c'est un coût, donc il faut être sûr que voilà, juridiquement, etc., ces coûts fixes sont amortis par des revenus. Donc l'idéal, c'est déjà d'avoir un client qu'on accompagne pour ouvrir un marché, plutôt que dans l'autre sens. Et puis d'amortir ensuite avec un certain nombre de bases clients, ou voilà, de suivre ses clients via les recommandations, ou de passer par des partenaires locaux qui sont capables de recevoir des paiements, qui sont capables d'aider au recrutement, de faire le support. Ça se fait beaucoup dans le monde du logiciel. Et donc ça peut être un modèle intéressant. Sinon, les VIE ou des représentants régionaux, voilà, Ça marche. adapté. Merci beaucoup, Paul. Agnès en parlait du financement tout à l'heure. Et quels sont vous financez BPI, tout le monde connaît BPI, vous financez, Paul a parlé de tout ce qui est assurance et sport, par exemple, dans le passage à l'échelle. Beaucoup plus globalement, qu'est-ce que BPI propose justement pour le financement des entreprises qui passent à l'échelle? Et peut-être même avant, sur la base de quels critères vous déterminez que cette entreprise-là est en scale-up, donc quel instrument est adapté à ce type d'entreprise?
Merci Christian. Donc beaucoup de questions. Alors peut-être, je vais repréciser que BPI France, effectivement tout le monde connaît, on accompagne et on finance essentiellement des entreprises françaises qui veulent se développer en France, mais aussi à l'export. Et cette vocation à accompagner et susciter l'internationalisation est un élément crucial. Parmi les marchés porteurs, l'Afrique est la priorité numéro 1 sur lequel on considère que les gisements de croissance sont les plus forts. Mais si on veut, et on sait qu'en France, il est connu que les entreprises françaises exportent. Enfin, voilà, il y a un potentiel de croissance qui est encore énorme, et il y a des freins importants à s'exporter, et dans des pays comme l'Afrique qui sont souvent considérés comme relativement risqués. Ok. Tu veux dire que les entreprises françaises exportent peu? Pas suffisamment. Ok, pas suffisamment. Bon, Largement la pas manière suffisamment. diplomatique de le dire. C'est pour ça qu'effectivement, il y a tout un tas de dispositifs, notamment pour appuyer les entreprises françaises à l'export, qui sont mis en place. Mais si on renverse un tout petit peu les choses aussi, on se dit que finalement, si on veut aider les entreprises françaises à exporter, et que, comme on considère qu'il y a des freins, malgré le fait que l'Afrique francophone, par exemple, est quand même un territoire censément être accessible, finalement, voilà, il y a quand même des choses qui bloquent. Donc ce qu'on se dit, c'est qu'en fait, il faut créer de la proximité. Il faut qu'on rapproche nos écosystèmes, qu'on apprenne à se connaître. Et donc on s'est dit que finalement, aussi, les futures pépites les plus importantes sont probablement en Afrique plus qu'en Europe, en France ou dans d'autres territoires. Et c'est pour ça qu'on a créé un partenariat avec un accélérateur panafricain qui s'appelle OST, Open Startup, et qui nous aide, comme on est relativement peu présent en dehors de la France, à repérer les futures pépites tech de demain. C'est celle-là que nous, on souhaite identifier, qu'on souhaite aider à grandir, et qu'ensuite, on va essayer de connecter avec l'écosystème tech français et les startups françaises pour que des liens se fassent, que ça puisse être des partenariats R&D, commerciaux, du business, et peut-être aussi proposer à ces startups africaines, un jour, si elles le souhaitent, de s'implanter, mais dans des approches de colocalisation, de co-industrialisation. Et on a quelques exemples. Ce partenariat, il a émergé maintenant il y a 2 ans, et on a déjà quelques premières belles histoires qui sont en train d'émerger. Je rencontrais hier, il y avait un dîner où il y avait la société Pixie Motors qui est en train de développer un nouveau modèle de co-industrialisation entre la Tunisie et la France. Et en fait, c'est des modèles qui peuvent être vertueux de part et d'autre, puisque l'idée, c'est de vraiment faire se connecter les écosystèmes entre eux. Okay. Voilà. Il y a également, je vois que le dirigeant de la société Bravo est là, et qui, on en discutait d'ailleurs ce matin, est en train également de développer une solution. Alors, il y a quelques points communs avec votre histoire concernant le scaling, parce que pour revenir au sujet quand même qui est le cœur du sujet, c'est le scaling, c'est que en fait, pour passer à l'échelle, l'idée d'être en B2B est quand même très intéressant. À l'étape de scaling, parce qu'au départ, c'est bien d'avoir son client direct pour comprendre directement. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous avez procédé, mais le passer par le B2B et des corporates qui permettent via le réseau de on rentre, et le scaling. Et un des critères pour quand même atterrir à la question qui était posée, il faut que nous, en tout cas dans ce qu'on a appris à travers le programme GROW de OST, c'est des programmes hyper sélectifs, et parmi les critères de sélection de ceux qui vont bénéficier au mieux des programmes d'accélération, d'abord un fondateur qui a des ambitions, qui voit grand, ça c'est important, et qui soit coachable dans le sens réceptif, ouvert. Ça c'est important. Mais avec des idées larges, et finalement se dire, bon, il y aura peut-être plusieurs moyens pour y arriver, on va trouver la solution. Ça, c'est le profil, on va dire, le mindset du dirigeant. Deuxièmement, si on est en scaling, ça veut dire que le cœur techno, il est
figé. Ça ne veut pas dire qu'après, il ne va pas y avoir des adaptabilités selon les différents marchés, parce que scaler, ça veut dire développer de nouveaux marchés. Et donc, vous parliez des spécificités locales, des législations qui sont différentes des uns et des autres, mais s'il faut redévelopper à chaque fois, on n'est plus en scaling. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Non, justement, on parlait du cœur de la techno et ça me permet de donner la parole à Christopher qui, tout le monde connaît OVH. Hein. Je pense que c'est l'une des plus belles réussites françaises à l'international, en tout cas. Et donc, Christopher travaille justement sur le développement de OVH en Afrique. De façon concrète, qu'est-ce que OVH propose en termes de solutions pour justement industrialiser une production tech en Afrique? Parce que Agnès vient juste de dire, si on passe à l'échelle, si on doit redévelopper systématiquement, bon, ce n'est plus vraiment du passage à l'échelle, mais pour être en capacité, alors que dans un premier temps, on a un marché peut-être domestique ou un premier marché d'un certain nombre d'habitants, de le multiplier par 10, par 20, par 100, il faut avoir les infrastructures nécessaires. Et donc, qu'est-ce que OVH propose par rapport à ça? Alors, déjà, je vais revenir sur la notion de startup tech. Effectivement, on peut le voir sous plusieurs angles, notamment sous 2 angles, au niveau de la solution que la startup va proposer. Donc, le type de solution, ça peut être du SaaS, ça peut être une marketplace, une plateforme, peu importe. Mais du coup, cette solution va nécessiter, par exemple, des ressources cloud, ou ça peut être aussi au niveau de la techno que la startup va utiliser. On parle énormément d'intelligence artificielle depuis plusieurs années aujourd'hui, d'IA générative, mais aussi d'autres technos qui peuvent être utilisés, comme la blockchain, l'IoT, le big data, le machine learning. Et toutes ces technos-là sont aussi consommatrices de ressources. Donc aujourd'hui, globalement, honnêtement, la plupart des startups proposent des solutions digitales, des solutions tech. Et le cloud, globalement, c'est vraiment l'une des meilleures réponses pour pouvoir accompagner le scaling justement des startups, parce que le cloud, par définition, en fait, ça va être flexible, ça va être extensible, ça va être scalable et hautement disponible. Donc du coup, ça c'est vraiment le métier d'OVH Cloud. Hein. Notre métier, c'est vraiment de fournir les infrastructures serveurs donc, à nos clients, et derrière le cloud, il a les data centers, les infrastructures matérielles. Ce qui est assez important de comprendre, c'est que derrière une infrastructure serveur, forcément, en fait, non, l'infrastructure, en fait, elle est liée à l'activité de la startup. C'est-à-dire que j'aime bien dire que vraiment l'infrastructure, c'est le reflet du business d'une startup. C'est-à-dire que si le business de la startup doit scaler, il faut que l'infrastructure le soit aussi. Mais pour ça, en fait, il faut vraiment le préparer en amont et dès le début. Donc le but, en tout cas, d'une startup, ça va vraiment être d'anticiper, en tout cas, l'avenir, la roadmap, mais dès le départ, pour pouvoir anticiper effectivement la charge, anticiper effectivement l'infrastructure et faire en sorte qu'elle soit la plus scalable possible. Comment passer de un utilisateur à 1000, 2000, 5000, 10 000 utilisateurs. Donc ça, sont vraiment des questions qu'il faut se poser dès le départ. Et donc moi, j'accompagne effectivement les startups tech africaines dans le développement de leur infrastructure serveur. Et nous, typiquement, l'outil qu'on va mettre en avant, c'est bien plus qu'un outil, c'est un accompagnement. C'est-à-dire que donc on est un startup programme, donc on va vraiment aider les entreprises dans ce développement-là, en leur fournissant un voucher d'infrastructure, donc un crédit cloud, qui peut aller de 10 000 à 100 000 euros, donc converti en fonction des pays, au niveau de la monnaie locale. Mais ça va vraiment leur permettre justement de pouvoir trouver les solutions technologiques chez OVH Cloud qui vont pouvoir soutenir leur croissance, qui vont vraiment leur permettre de pouvoir scaler. Et c'est hyper important. Donc dans le cloud, hein, bien évidemment. Mais ce qui est pour moi aussi, et voire plus important aussi, c'est la formation qu'on peut leur donner. C'est leur expliquer comment optimiser leur infra, comment la rendre la plus scalable, comment la rendre la plus hautement disponible. Et pour ça, en fait, on fait travailler tout l'écosystème interne d'OVH Cloud, c'est-à-dire qu'on leur met à disposition des experts, donc des cloud architectes par exemple, des solution architectes qui vont travailler avec eux, main dans la main, sur le développement de l'infrastructure. Typiquement, on travaille beaucoup par exemple sur comment justement gérer les pics d'activité. Typiquement, ce sont des problématiques qu'on a assez régulièrement avec les startups, et nos architectes sont formés réellement pour travailler sur les problématiques startups, et notamment le scaling, donc vraiment
du départ, hein, donc d'une startup qui peut être en idéation et qui va vraiment vouloir grossir, ou ça peut être des startups qui sont plus avancées mais qui veulent grossir également. Donc nos solution architects sont vraiment du coup préparés à ça. Donc c'est vraiment hyper important. On a aussi voilà, vraiment des solutions. On a beaucoup de startups qui travaillent dans l'IA. Le but, c'est vraiment de leur fournir un panel d'outils clés en main pour qu'ils puissent facilement justement travailler sur ce scaling-là. Mais c'est vrai que l'infrastructure serveur, et nous on a de plus en plus de candidatures de startup tech aujourd'hui, hein, même en Afrique, et c'est vrai que ça devient très important, et maintenant les startups sont beaucoup plus cloud native, c'est-à-dire que dès le départ, justement, elles ont ce mindset-là de justement vouloir utiliser le cloud pour se développer. Paul parlait tout à l'heure d'hébergement, donc j'imagine qu'Optimetrix a aussi des besoins, hein, en tout cas au niveau du cloud. D'ailleurs, Mais, Paul est chez OVH, Google. Google. Aïe. mais voilà, Aïe. mais typiquement, non mais c'est hyper intéressant parce que nous typiquement, on est là pour aussi offrir une alternative, hein. Nous on prône vraiment déjà une approche multi-cloud. On prône un cloud libre, donc typiquement on laisse le choix vraiment aux startups. Donc voilà, ce qu'il faut juste ça, hein, potentiellement pour ceux qui ne le savent pas. OVH Cloud est une entreprise française, donc on est soumis en fait à la RGPD européenne. Et ça, c'est vraiment hyper important pour les startups, c'est que du coup, on n'est pas soumis aux lois extraterritoriales, qu'elles soient américaines ou potentiellement chinoises. C'est-à-dire que par exemple, on n'est pas soumis au Cloud Act, par exemple, aux États-Unis, au Patriot Act. Et c'est très important pour des startups de le savoir. C'est vraiment la nationalité de l'hébergeur qui fera foi au niveau RGPD, protection des données. Donc, Mais moi, j'ai envie de rebondir sur ça. Enfin, pour des startups africaines, justement, qui sont créées en Afrique et qui veulent se développer en Afrique, donc, quid, en fait, du point que tu viens de mentionner sur le fait que OVH est une entreprise française et donc les données sont hébergées en France et Ouais. couvertes par des lois françaises. Et donc, qu'est-ce que tu leur vends? Si moi je suis une entreprise sud-africaine ou nigériane et que tu me dis ça, peut-être que justement je me dis non, pourquoi les données ne sont pas hébergées au Nigeria, en Afrique du Sud ou en Égypte? Alors typiquement déjà, donc, tous nos serveurs sont sécurisés, hein, de base. On a toutes les certifications ISO. On a aussi ce qu'on appelle un très haut niveau de sécurité avec des certifications Secnum Cloud par exemple, donc avec vraiment des data centers qui sont protégés dans le data center. Donc on a vraiment tous ces hauts niveaux de sécurité, bien évidemment, qui sont normaux à avoir à ce niveau-là. Au-delà de ça, tu te taquines, hein, mais ce que je veux savoir, c'est est-ce Oui. que OVH prévoit d'avoir des serveurs Oui, au Nigeria, en justement, Afrique du Sud ou en j'allais y Égypte? venir. Donc on a au JTEC justement en mai dernier, on a annoncé l'ouverture de notre première local zone. C'est un petit data center du coup au Maroc. Donc Ok. c'est un premier pas pour nous justement, un premier point de présence en tout cas au niveau hébergement de données en Afrique. Donc on va commencer par là. On commence justement nous, notre accélération sur ce continent-là. Et on a prévu effectivement 150 du coup local zones d'ici 2026. Donc il y en aura D'ici effectivement 2026, d'autres hein. qui vont, il y en a d'autres qui vont, 2026. d'ici 2026, ouais. Donc il y en a d'autres qui vont C'est là, qui vont 2026. Ouais. 2026 et En note, hein. jusqu'à 2026. Donc du coup, voilà. Donc 150. effectivement, 150 dans le monde, donc il y en aura une dizaine. dans le effectivement, monde. dans le monde. Il y en aura une D'accord. dizaine effectivement en Afrique, Ok, j'avais cru dont que c'était effectivement 150. la Côte d'Ivoire, le Nigeria notamment, l'Afrique Ok. du Sud aussi. Super. Donc voilà, en tout cas c'est dans la roadmap, mais effectivement voilà, c'était important pour nous de pouvoir avoir des points de présence, en tout cas en Afrique. Ok. J'aurais bien voulu continuer sur ce sujet parce que je sais que les États, de plus en plus, au niveau des différents pays africains, ont des réflexions sur les data, pour avoir des data centers dans les pays. Je ne sais pas si c'est des dynamiques sur lesquelles vous travaillez en apportant potentiellement de l'expertise technique et peut-être que ça peut être accompagné par les produits export de BPI France. Peut-être, effectivement. Non, ça c'est vraiment pour le coup, ça c'est vraiment une équipe en particulier. Et j'avoue que c'est pas du ok. tout moi l'expertise que je peux apporter. Je rebondis sur ça. Enfin, la musique, c'est pour dire qu'on doit finir bientôt. 10 minutes.
Zeynep, justement, par rapport à ce que vient de dire Christopher sur les solutions qui sont proposées par OVH, est-ce qu'il y a les tech hubs, est-ce que c'est des solutions que vous mettez à disposition ou que vous agrégez pour le bien des entreprises que vous accompagnez? Parce que dans le propos de Christopher, moi, je me suis dit, quand je suis une start-up et que je démarre, quand moi je commence à créer un produit ou un service, je ne sais pas si aujourd'hui, tu as parlé de cloud native, je ne sais pas si aujourd'hui on commence tout de suite à se dire, bon, je suis en train de fabriquer mon produit pour 100 personnes, et quid de quand 1 million, enfin, j'ai l'impression que c'est plutôt quand la problématique commence à se poser très concrètement, quand ça commence à marcher, qu'on se dit, oula, en fait on avait pris un serveur ou un abonnement très basique et maintenant il faut régler ça. Enfin, j'ai plutôt l'impression que ça se passe comme ça. Et moi, je n'ai pas l'impression, en tout cas pour les cas que je vois, que dès le départ, on se dit, je prends la solution en me projetant sur le 1 millionième d'utilisateurs. Donc, enfin, je pense que justement, sur cette thématique-là, il y a des besoins d'accompagnement. Donc, est-ce que c'est des sujets que les tech hubs abordent? Absolument. En fait, j'ai peut-être oublié un élément tout à l'heure quand j'ai présenté les besoins Oui. et l'infrastructure que tu viens d'apporter. En fait, l'infrastructure, Tu l'as dit, tu ne l'as pas oublié. je l'ai dit. Oui, oui, hein, tu l'as dit, tu j'ai l'as dit. j'ai oublié que je l'avais dit. Donc, l'infrastructure, c'est un sujet très important. Donc, il y a des choses que les tech hubs mettent à disposition. Typiquement, des espaces de travail collaboratifs, des studios podcasts, des éléments que les start-upers peuvent utiliser dans leur com, dans leurs opérations, etc. Mais il y a aussi des sujets sur lesquels on travaille beaucoup, qui sont offrir un maximum de perks aux startups de manière générale. Donc, un hub, et ce qu'on fait au niveau d'AfriLabs aujourd'hui. Alors, juste pour que vous sachiez, AfriLabs, c'est le plus grand réseau de hubs d'innovation en Afrique. Il s'agit de 514 hubs membres d'AfriLabs dans 53 pays africains. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pooler les besoins et aller discuter avec des providers, un peu comme OVH ou autres, pour pas se faire de com. Donc, et négocier avec eux des perks pour une région particulière ou pour un nombre de... C'est quoi les perks pour ceux Les qui ne perks, savent pas? c'est des offres Ok. gratuites la plupart du temps qui sont mises à la disposition des bénéficiaires finaux qui sont souvent des startups. Ok. Donc, on va négocier, par exemple, du cloud gratuit jusqu'à un niveau particulier pour les startups. Ça dépend de la négociation. Ça peut partir sur une région africaine particulière, enfin Afrique de l'Ouest par exemple, ou bien sur l'Afrique en entier, ou bien Afrique du Nord, ou bien ça dépend des enjeux, ça dépend des objectifs de part et d'autre. Donc, on va négocier du cloud, on va négocier des contrats de partenariat sur des solutions qui sont utilisées au quotidien par les hubs, mais aussi les startups. Et on va essayer de faire remonter à chaque fois des besoins nouveaux pour aller développer cette partie-là. Ok. On a aussi, au sein d'AfriLabs, développé, donc j'en parlais avec Christopher tout à l'heure, AfriLabs Academy. AfriLabs Academy, c'est une académie mise à la disposition des hubs, donc des hub managers et des collaborateurs qui travaillent dans les hubs, mais aussi des startups et des entrepreneurs qui sont accompagnés par les hubs pour pouvoir bénéficier de formations gratuites, de certifications gratuites. Ça aussi, souvent, c'est des formations qui sont négociées via des partenariats avec des providers Ok. reconnus. Et Super. juste pour rebondir là-dessus très rapidement, nous aussi, on se place en tant qu'experts, justement, et on travaille avec ce type de structure, hein, tout simplement. Donc, notre rôle et mon rôle, c'est aussi de mettre à disposition tous les experts, justement, OVH Cloud, qui vont pouvoir démocratiser l'usage de cloud auprès des startups. Donc, les questions que tu as posées il y a 5 minutes sur, effectivement, quand je commence mon activité, est-ce que j'ai le réflexe de penser justement à toutes ces questions-là par rapport à l'infrastructure serveur. Nous, on est là justement pour permettre aux startups d'y penser. C'est aussi notre rôle. Ok.
Ok, peut-être une réflexion et une dernière question que je vais adresser à tout le monde. Euh, Paul disait tout à l'heure que enfin, vous avez fait le pari ou le choix d'une croissance, enfin, plutôt de ne pas lever de l'argent, de financer vous-même votre croissance et d'avoir une croissance très très progressive. Euh, bon, la thématique qu'on traite, c'est le passage à l'échelle. Euh, c'est vrai que quand on parle de start-up, l'un des éléments dans la définition, c'est aussi la capacité à croître extrêmement rapidement. Si on ramène ça au continent africain, est-ce que il n'y a pas une sorte de pression, justement, alors même que parfois il n'y a pas forcément les conditions, le marché, d'aller tout de suite vers cette croissance extrêmement rapide. Et est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir sur réinventer un modèle de croissance? Parce qu'avant qu'on ne parle de toute la dynamique start-up, croissance, scale-up, on avait des entreprises qui avaient des modèles de croissance qui faisaient de la franchise, enfin, il y avait différents modèles où les entreprises grossissaient d'une certaine façon. Donc, c'est à la fois une réflexion et votre avis, en fait, sur euh, croître en Afrique en intégrant à la fois les réalités, mais aussi les revers, hein, parce qu'on a beaucoup de belles entreprises aujourd'hui qui ont disparu, enfin, des startups qui ont arrêté, parce que justement, il y avait cette logique-là de croître, croître, croître. Donc peut-être qu'on va commencer par Paul, puisque c'est lui qui m'a inspiré la réflexion. Oui, tout à fait. Je pense que c'est dommage, c'est un peu un gâchis, une organisation qui disparaît parce que c'est un mauvais exemple et peut-être qu'elle aurait pu durer différemment. Donc je pense que c'est bien de se poser la question. Si on regarde, nous, on a beaucoup de clients qui sont des groupes industriels qui ont parfois plusieurs décennies en Afrique. Et ce qu'on voit souvent, c'est que c'est des conglomérats parfois familiaux ou autres. Et une des leçons, c'est qu'ils ont su se diversifier. Enfin, déjà traverser des crises beaucoup plus graves, politiques, etc., si on regarde sur le temps long. Et je pense que leur force, c'est d'avoir su du coup absorber ces risques et ces variations sectorielles en étant diversifiés. Donc c'est peut-être aussi une leçon pour une start-up de dire attention, c'est risqué si j'ai qu'un produit ou qu'une chose, si ça déraille, ou voilà, dans mes sources de revenus, je suis assez exposé et vulnérable. Donc nous, par exemple, on a développé une nouvelle, enfin déjà plusieurs produits, puis maintenant on est aussi distributeur de l'offre de RP de Cegid, qui est un gros éditeur de logiciels, donc de dire on a une solution tout en un, ok, on est éditeur de logiciels sur une gamme, mais on a aussi une capacité à gagner, à valoriser nos relations clients en faisant de l'upsell avec d'autres activités qui sont plus simples. Donc ça, c'est en fait le plus dur en Afrique, c'est une fois que je suis dans un pays, une fois que j'ai une relation client, comment je peux faire de l'upsell intelligemment pour bien valoriser, d'être capable d'opérer au Nigeria ou dans certains pays. Voilà, donc ça c'est un élément. Deuxième élément, c'est d'être réaliste, de dire qu'il y a des éléments de marché qu'on ne maîtrise pas. Donc, notamment, si le NERA, le CIDI au Ghana se déprécie et que je dois payer des coûts de cloud en euros ou en dollars, je suis très, très exposé. Et ça, il faut être réaliste. On ne maîtrise pas ça, donc il faut être capable d'anticiper ces risques et de faire attention. Si tout d'un coup aussi les taux d'intérêt remontent aux États-Unis, qu'il n'y a plus de financement pour le VC et que je pensais me refinancer avec un nouveau tour, ça ne marche plus. Donc voilà, je pense que scale-up c'est bien, mais rester en vie, donc une croissance, il faut aussi être profitable. Et je pense que maintenant, un peu partout, voilà, il y a un consensus pour dire qu'on va valoriser des entreprises qui sont capables de montrer de la rentabilité. Tant mieux, il y a des fonds de private equity qui interviennent, qui vont valoriser voilà, des entreprises qui sont capables de montrer de la profitabilité au détriment d'une croissance. On se rend compte aussi de façon générale qu'il y a plus de protectionnisme, plus de fragmentation dans le commerce, etc. Et voilà, il faut en tenir compte. Après, c'est une opportunité parce que si on est capable de naviguer dans ces barrières et d'ouvrir des marchés, il y a toujours le besoin et la demande. Donc c'est aussi une façon de se différencier. Par exemple, ce qu'on voit... Peut-être les Américains aujourd'hui ont plus de mal et peur à aller aux États-Unis. Enfin, ces fragmentations peuvent faire peur et ça peut valoriser des acteurs qui ont l'intelligence de jouer sur les réseaux locaux, de naviguer par les personnes. Et je pense qu'en France, entre France et l'Afrique, il y a des réseaux très intéressants par le profil des personnes qui ont étudié, qui naviguent entre ces deux aires géographiques, qui permettent d'ouvrir des marchés. Et c'est vraiment des actifs sur lesquels il faut s'appuyer, qui peuvent être des avantages compétitifs. Ok, super, voilà. Merci beaucoup. Christopher, modèle de croissance Alors, en Afrique. Au-delà de la tech, on sait tous que être entrepreneur, c'est commencer un grand voyage qui peut être semé d'embûches. Mais
Moi, typiquement, je vois quand même, j'accompagne pas mal d'entrepreneurs qui ne sont pas aidés et qui ne cherchent pas forcément à être aidés. Et c'est là où, moi, en tout cas, le conseil que je pourrais leur donner, c'est vraiment d'être entouré. Là, on voit voilà, que ce soit BPI, Afrilabs, ou ce sont des organisations effectivement qui sont là pour aider les startups. Et c'est vrai que quelquefois, on a un peu la fierté de l'entrepreneur qui veut tout développer par lui-même, typiquement. Mais je pense que voilà, c'est important de chercher à se faire aider pour avancer au mieux et justement essayer de ne pas tomber dans certains pièges. Voilà, si on avait été tout seul. Donc c'est vraiment moi le conseil que je pourrais donner par rapport à l'expérience que je... Ok. Agnès, quel modèle de croissance en intégrant les contraintes de nos marchés, le point de vue de l'investisseur? Par rapport à ce que j'ai entendu et le fait qu'effectivement il y a des modèles où peut-être on peut retarder ou faire sans l'ouverture de son capital à des investisseurs. Je pense qu'il y a quand même deux types d'activités. Il y a des activités qui sont très numériques et très digitales, où finalement, avec des modèles économiques, avec beaucoup de récurrence, avec des services associés, des paiements par avance, ça peut fonctionner. Il y a d'autres activités qui sont très capitalistiques et qui nécessitent de l'industrialisation. Et là, je pense que c'est plus difficile de se passer de capitaux, enfin, en tout cas d'ouvrir son capital. Mais en même temps, l'ouverture de son capital, c'est vrai que ça peut être compliqué. Il faut bien choisir son investisseur, mais en même temps, ça ouvre un réseau qui peut être considérable. Et pour rebondir également sur l'idée de ne pas rester seul, et peut-être faire le lien avec, pour passer la parole ensuite à ma voisine, ce qu'on a vu aussi pour l'hypercroissance, c'est qu'il n'y a pas forcément une start-up qui veut croître vite. Elle va probablement entrer dans un programme d'accompagnement, mais en fait, elle peut en enchaîner plusieurs. Il ne faut pas hésiter, parce qu'effectivement, il n'y a rien de pire qu'un dirigeant qui n'est pas hyper connecté, en fait. Et pour moi, c'est la clé, c'est l'hyperconnexion. Super. Hyperconnexion, Zeynep. L'hyperconnexion, on sait faire, nous. Non, en fait, j'écoutais là mes amis et je me disais, enfin, on est très d'accord, il n'y a pas un modèle, il y a plusieurs modèles. Et chaque entreprise est portée par son marché, par ses financements, par les besoins qui existent, ses clients, etc. Donc finalement, on peut trouver que la fintech est bien financée et fonctionne très bien parce que dans des pays là où l'infrastructure financière est la moindre. Typiquement, c'est beaucoup plus simple de lancer une fintech au Mali que de lancer une fintech en Tunisie aujourd'hui, parce qu'en Tunisie, c'est super réglementé, parce qu'il y a le secteur bancaire qui fait son lobby, parce qu'il y a 1001 éléments qui fait que ça ne fonctionne pas, ça ne tourne pas. Par contre, on va dans un pays là où il n'y a pas d'infrastructure, il y a très peu d'intervenants et il y a un besoin qui est grand comme ça, et hop, on met en place la solution et ça fonctionne à partir du moment où la solution, la value proposition tient la route. Donc, il n'y a pas un seul modèle, il y a plusieurs modèles, ça dépend beaucoup du secteur, du marché, des fondateurs aussi, des talents, on en parlait tout à l'heure, et il faut prendre tous ces éléments en considération. Merci beaucoup, Zeynep. Si Martin, je regarde oui. les 200 et quelques startups que nous accompagnons à travers l'Afrique avec Fast Track Tech, eh bien, elles ont en commun quasiment toutes de vouloir lever des fonds. Hein, donc elles participent à des programmes d'accompagnement. Donc il y a déjà ce facteur-là. Ensuite, elles veulent lever des fonds. Et dans cette quête de la levée de fonds, ça peut être très perturbant, je pense, au début. Et on le voit d'ailleurs avec nos entrepreneurs, ceux qui sont trop focalisés sur cette levée de fonds, sur l'accès aux subventions, en démarrage, généralement, en fait, ils stagnent plus longtemps que ceux qui sont concentrés sur le développement du business. Donc, si je pense à Malik Diouf de l'Africa Mobile, qui est là aujourd'hui, je crois, avec son entreprise, il a attendu le bon moment pour lever quand il avait déjà les fondations en place. Et maintenant, ça va lui permettre de développer sa présence sur plus de marchés, en fait. C'est ça que va permettre le financement qu'il a levé cet été. Et donc, ce serait un conseil, effectivement, à ces entrepreneurs. En même temps, je comprends
que si on n'est même pas sûr de son modèle d'affaires et qu'on n'est pas sûr de ce qu'on peut faire par ailleurs, c'est tentant d'aller chercher des subventions, de participer à des concurrences, à des concours de start-up, à voyager. C'est bien, les voyages forment la jeunesse, hein. Donc il y a aussi ces entrepreneurs-là qui se cherchent, qui cherchent un modèle d'affaires. Donc il y a beaucoup de programmes comme le nôtre pour les accompagner. Mais c'est vrai que pour ceux comme Sinetpay aussi en Côte d'Ivoire ou Tenon qui est là ici, Digital Smart Trash, c'est ceux qui s'accrochent, qui vont finalement et qui attendent le bon moment pour lever, qui vont je pense, le mieux réussir. En tout cas, ça c'est notre expérience sur ces écosystèmes africains. Super. Merci beaucoup. Merci à tous. Moi, j'ai appris. J'espère que vous aussi. Merci encore une fois d'avoir partagé avec nous ces outils, méthodologies, réflexions sur le passage à l'échelle des entreprises innovantes ou des startups sur le continent. Et merci. Merci.